Donc François vous a parlé d'applications cosmétiques. Il vous a dessiné un paysage un petit peu du monde algal et comment ça s'organise en termes d'espèces, de familles, de grandes familles. Je vais me focaliser moi sur la partie nutrition. Donc on va parler d'algues que l'on mange, d'algues alimentaires, et donc les bénéfices qu'on peut attendre de cette nutrition. Bon, je vais redonner un petit paysage aussi sur le monde algal, mais très rapidement. Donc je travaille donc au Centre d'études et de valorisation des algues. Nous sommes situés en Bretagne. Pour ceux qui connaissent, c'est sur la côte nord, donc dans les Côtes d'Armor, pas très loin de Paimpol. On est situé vraiment les pieds dans l'eau. On est un peu concerné par la montée des eaux, effectivement. La route qui mène à notre centre est coupée une ou deux fois par an lors des grandes marées. Donc c'est un centre qui existe depuis une trentaine d'années, avec deux missions. L'une est de développer l'activité économique autour des algues, et l'autre est d'aider les collectivités locales dans toute la gestion du problème des marées vertes. Je vais repartir sur quelques fondamentaux sur les algues, sans m'attarder, puisque François a déjà brossé un petit peu le paysage. Donc une algue, c'est un végétal, donc ça fait de la photosynthèse, mais c'est un organisme qui est relativement simple. Donc si on pense aux grandes algues marines comme les fucus, vous avez un petit schéma là, donc, et puis une belle photo de Fucus serratus sur la diapo. Une algue, en gros, vous avez plusieurs parties. Donc, vous avez le crampon qui la fixe à un support, en général à des rochers. Ce crampon sert juste à la fixer. Donc, ce ne sont pas des racines qui vont puiser des sels nutritifs. Les sels nutritifs pour alimenter l'algue, en fait, vont être pris dans l'eau dans laquelle l'algue va baigner. Ensuite, vous avez une lame donc, qui constitue la partie principale de l'algue. Et sur certaines algues, vous avez ce qu'on appelle un stipe, ce qui est un peu l'équivalent d'une tige. Donc vous voyez, ce sont des organismes qui sont relativement simples. Et vous avez aussi dans les familles d'algues, donc les algues microscopiques, qui là ont une variété aussi vraiment énorme. Donc en termes de diversité, moi je l'ai imagé par la taille. Et on peut aller d'une taille de quelques dizaines de microns en fait, pour les microalgues. Et on peut monter assez rapidement jusqu'à la plus grande algue qu'on ait dans les océans, qui est la Macrocystis, qui peut atteindre 70 mètres. Voilà quelques photos typiques que l'on peut attendre des algues. Donc vous avez l'algue microscopique, je crois qu'il y a un petit pointeur là. Vous avez l'algue microscopique qui se trouve au milieu, là, la cyanobactérie. Vous avez le Macrocystis qui est sur la partie droite, qui forme d'énormes champs en fait, sous-marins, d'énormes forêts sous-marines. Et vous avez des algues un peu plus communes de nos côtes, comme en haut à gauche, les champs de laminaires, donc à marée basse sur les côtes bretonnes. Et puis le fameux Fucus vésiculeux, Fucus vesiculosus, qui est très fréquent sur nos côtes aussi. Donc là, on va parler d'algues alimentaires. C'est vrai que les algues, donc on peut en faire des produits pour la cosmétique, on peut en faire des produits pour l'alimentation, santé, on peut en faire tout un tas de produits. Joël, ce matin, a parlé de l'énergie. Il y a tout un tas de projets autour de la planète qui investissent des sommes d'argent assez colossales sur l'énergie tirée des algues, soit des grandes algues ou des micro-algues. Bon, on n'est pas toujours tout à fait d'accord sur les modèles économiques, mais au moins, disons, il y a de la recherche qui est en train de se poursuivre dessus. Vous avez des applications des algues aussi en chimie, en matériaux. Vous avez des applications beaucoup plus traditionnelles en alimentation animale, en agriculture. Donc, c'est un monde qui est vraiment très, très varié en termes d'applications, tout simplement parce qu'on a accès en fait, à une diversité au terme de molécules et de compositions qui est vraiment très, très riche, même si on raisonne uniquement au niveau national français. Mais si on raisonne au niveau international, on a vraiment accès à une bibliothèque de molécules et de composés qui est très très riche et très diverse. Donc là, on va parler d'algues alimentaires. On va commencer par l'exemple japonais. Donc pour vous mettre en appétit avant l'heure du repas, j'ai pris quelques photos pour imager tout ça, juste pour vous montrer que l'algue dans l'alimentation, ce n'est pas juste un concept. Il y a déjà des produits, il y a des recettes qui existent et des choses qui sont très très appétissantes et excellentes à consommer. Donc historiquement, l'algue en alimentation a été utilisée en particulier en Asie depuis très très longtemps. La première référence écrite date de Setsu, en fait 600 ans avant Jésus-Christ. Et c'est un petit extrait qu'on présente assez souvent, qui montre que certaines algues sont un délice qui s'accorde avec le plus honoré des invités et pour le roi lui-même. Simplement pour dire qu'il y a des algues qui ont vraiment un goût très très raffiné, au sens japonais du terme. Et même certaines algues à l'époque étaient utilisées pour payer l'impôt au niveau du Japon, tellement elles avaient une valeur économique importante dans cette société. Donc la consommation japonaise au niveau des algues,
C'est à peu près 1 kg d'algues sèches par an et par personne, sachant que l'algue sèche, on la consomme rarement, donc c'est plutôt en général de l'algue fraîche. Et dans ce cas-là, ça fait entre 7 et 9 kg d'algues fraîches par personne et par an. Donc à titre de comparaison, en France, on mange à peu près 15 kg de tomates par an et par personne, et on mange à peu près 7 kg de salade par an et par personne. Les haricots verts, c'est un petit peu moins, c'est 4 kg. Donc vous voyez que la consommation d'algues fraîches au Japon, c'est à peu près l'équivalent de notre consommation de salade en France, et je dirais dans les pays européens ou occidentaux. Sous quelle forme cette algue est consommée? Eh bien, il y a plusieurs formes que je vais vous passer en revue ici. Vous avez en général des enveloppements, comme cette famille en fait, de sushi, maki, onigiri que vous avez sur les photos. Ces enveloppements sont faits avec en fait, ce qu'on appelle les feuilles de nori. Et le nori est en fait une préparation qui est faite à partir d'une algue qui est une porphyra, qui va être broyée, qui va être ensuite, je dirais, pressée dans une technologie qui ressemble beaucoup à notre technologie pour faire des papiers à base de cellulose. Et cette feuille de nori peut prendre vraiment des valeurs très très élevées au niveau économique, parce qu'il y a une petite étape après la préparation de torréfaction. Et donc il y a tout un savoir-faire au niveau de la torréfaction qui amène des produits qui peuvent avoir vraiment un goût très très original, un peu comme les cafés, et qui peuvent amener une valeur économique vraiment très très élevée. Donc cette feuille de nori, on va la placer autour du riz, on va la placer autour de différents composés qu'on peut mettre à l'intérieur des sushis. Et on n'est pas obligé de mettre du thon rouge dedans, on peut mettre d'autres types de poissons, sélectionnés, j'irai avec attention pour ne pas nuire aux ressources environnementales de la planète. Autre type de préparation très très fréquente sous forme de salade, donc soit fraîche, soit réhydratée. Vous avez par exemple au milieu cette salade très appétissante, ce sont des nervures de wakame, donc, qui est une algue brune. Vous avez une préparation avec de l'iziki sur la partie droite et avec un petit peu de viande. Et vous avez une préparation avec un petit mélange, donc dans la partie gauche aussi, de plusieurs algues, d'algues vertes et d'algues rouges. Donc ça sert de garniture. Donc l'algue, au niveau japonais, c'est vraiment une algue légume. On l'utilise comme un légume. Alors on peut l'utiliser aussi en condiment, c'est-à-dire que les algues vont être confites, soit dans du vinaigre, soit dans du sucre, soit dans différentes sauces à base de soja, de thé, etc. Et ça vient agrémenter les plats comme des condiments, et donc des plats surtout à base de riz, évidemment, dans ces pays asiatiques. Là, on a le fameux dashi, je ne sais pas si vous connaissez. En gros, on va mettre une laminaire, un kombu, dans un bouillon. Ça va libérer les alginates, ça va libérer les saveurs. Et ces saveurs vont permettre de parfumer le riz ou de parfumer d'autres légumes qu'on va mettre dans ce bouillon. Et en plus, ça va amener un petit côté gluant au riz dont les Japonais et les Asiatiques, d'une manière générale, raffolent. Voilà. Dans le monde asiatique, on trouve aussi des algues, même dans la nourriture un peu plus moderne, chez les McDo, où là, on va retrouver intégré à des frites, à des hamburgers, etc., on va retrouver des algues, tout simplement parce qu'en Asie, le goût des algues est quelque chose que les consommateurs recherchent. Alors en France, l'algue alimentaire, pour l'instant, c'est pas très très développé. Ça s'est développé beaucoup avec les communautés, les gens, disons, qui cherchaient à manger végétarien, donc ils connaissaient un petit peu les bénéfices des algues. Autrement, l'utilisation des algues en France, c'est essentiellement pour des applications industrielles. Au XVIe siècle, donc, c'était récolté et brûlé sur les côtes pour faire en fait des pains de soude, et ça servait à l'industrie du verre. À l'époque, la France était en compétition avec l'Italie pour l'industrie du verre, et en termes de ressources, de matières premières pour la potasse en particulier, et la soude, donc les algues constituaient cette matière première. D'ailleurs, les premières réglementations au niveau de la récolte des algues datent de cette époque. Ensuite, au 19e, ça a été la grande période de l'extraction d'iode. On est dans la période pré-antibiotique, on était dans les antiseptiques, et donc l'iode servait d'antiseptique, et c'était une source d'iode très abondante. Bon, alors cette source, après, s'est tarie tout simplement parce qu'on a trouvé d'autres sources beaucoup moins chères avec des sources minérales d'iode à extraire en fait, de mines. Et donc, à ce moment-là, l'utilisation des algues pour extraction d'iode s'est arrêtée. Et donc, au XXe siècle, on est dans l'ère des colloïdes.
Donc extraction de l'agar, dont parlait François, extraction de l'alginate, des algues brunes, extraction des carragénanes, des algues rouges, soit du chondrus sur nos côtes, soit de l'euchema ou du capaficus dans les pays tropicaux. Donc ce sont 3 produits commerciaux qui sont sur les marchés actuellement, sous différents labels, E400 quelque chose, mais avec les tendances pour la naturalité, tous ces E400 ont été remplacés par extrait d'algues, ce qui est beaucoup plus parlant pour le consommateur. Mais les produits sont les mêmes. Donc on a alginate, carragénane et agar. Et ces produits-là sont donc des polysaccharides dont on parlait tout à l'heure, au même titre que les amidons ou les celluloses. Donc vous voyez, l'utilisation historique des algues en France, c'est quand même essentiellement industriel. Alors néanmoins, l'algue alimentaire existe. La filière a démarré dans les années 80. Actuellement, c'est à peu près 1000 tonnes qui sont ramassées, produites par an. Je dis ramassées parce qu'en fait, il y a relativement peu de culture. La culture est en train de démarrer. On est vraiment au balbutiement au niveau de la culture. Donc on est sur de la récolte dans le milieu sauvage, avec tous les problèmes de durabilité que ça peut poser à terme, surtout si les marchés sont en train de se développer. Au niveau réglementaire, au niveau européen, c'est la loi française qui prévaut plus ou moins. Il y a une liste positive avec 21 macroalgues et 3 microalgues. En gros, pour faire de l'alimentation humaine, tous les produits pour l'alimentation humaine, que ce soit des compléments alimentaires ou que ce soit des plats préparés ou des algues vendues comme matière première pour ces plats, vous devez avoir des espèces qui sont listées dans cette liste positive. Si elles ne sont pas listées, normalement, elles ne sont pas autorisées. Ensuite, il y a un petit contrôle évidemment sur la qualité de ces algues au niveau microbiologique et aussi au niveau des métaux lourds. Bon, comme tous les produits de la mer, ils ont tendance à concentrer les métaux lourds. Donc c'est une vérification qui est faite aussi sur les lots. Voilà quelques espèces que j'ai extraites parce que c'est parmi celles qui sont les plus consommées. Vous avez en haut là, les algues brunes. Donc on va retrouver la dénomination qui vient, un mixte entre, je dirais, français, japonais, ce qu'on appelle kombu royal. Donc c'est la Saccharina latissima, qui est une algue qui est très fréquente sur nos côtes, qui peut être cultivée assez facilement aussi. Vous avez le kombu breton, la Laminaria digitata, sachant que le terme kombu en fait, vient de Laminaria japonica, qui est cultivé au Japon. Ensuite, dans les algues brunes, on va avoir Alaria esculenta, qu'on appelle le wakame atlantique. Vous avez le vrai wakame, qui est Undaria pignatifida, qui est une algue qui est relativement riche en protéines et qui est parmi celles qui a probablement le meilleur goût et le plus facile à consommer pour des consommateurs d'algues, je dirais, néophytes. Le haricot de mer, Imentalia elongata, qui est aussi préparé vraiment comme des haricots. Je vous montrerai un petit exemple après. Qui est aussi assez facile à consommer pour des gens qui n'ont pas trop l'habitude, parce que le goût est relativement doux. Ensuite, vous avez un triptyque dans les algues rouges, avec la dulce, Palmaria palmata, le nori, ce qu'on appelle le nori, mais donc Porphyra umbilicalis dans notre cas, qui permet de préparer des feuilles de nori, mais qui peut être consommé aussi directement comme ça. Et puis le lichen de mer, donc Chondrus crispus, qui contient ces fameux carragénanes, et qui est utilisé comme gélifiant, et qui traditionnellement, en fait, dans des vieilles recettes irlandaises et bretonnes, était utilisé pour faire des flans, parce que cette algue-là, dans du lait bouilli, en fait, permet son colloïde, son polysaccharide est extrait et permet de réagir avec les protéines du lait et donc de gélifier et de faire un flan. En fait. Donc c'était un dessert traditionnel, en particulier en Irlande, qui se faisait en général les jours de fête. Et vous avez parmi les algues vertes donc la honori, l'Enteromorpha, qui est aussi très très intéressante à consommer, en particulier frites. Et la fameuse laitue de mer qui nous embête bien sur nos côtes, donc ulva, donc qui peut être rigida, armoricana, lactuca, enfin il y a plusieurs espèces. Eh bien cette algue fait partie des algues alimentaires. Donc déjà, s'il y a un message que vous pouvez prendre en retournant chez vous, et je serais très content si vous le gardez, c'est que l'algue, l'ulve, n'est pas une algue toxique, c'est pas une algue mortelle, c'est une algue alimentaire. Donc elle devient toxique à partir du moment où elle commence à pourrir. Et je dirais c'est vrai pour à peu près n'importe quel produit alimentaire. Si vous laissez pourrir une viande ou même un légume, après il n'est plus très consommable et puis voire éventuellement vous avez aussi des émanations toxiques qui ne sont pas forcément très bonnes à respirer. Voilà. Donc j'ai rectifié un petit peu le travail des journalistes, mais ce qui me paraît un peu normal. Alors, sous quelle forme sont commercialisés les produits à base d'algues en France? Il n'y a pas beaucoup en fait de variétés pour l'instant. Vous avez des paillettes sèches qui sont conservées assez facilement, qu'on peut rajouter dans des plats. Vous avez du sel aux algues. Vous avez du tartare d'algues, qui est une préparation intéressante qui rentre dans la famille des snacks, donc à tartiner, qui marche très très bien. Vous avez du beurre aux algues, du fromage aux algues. Et puis vous avez, pour ceux qui veulent cuisiner les algues sous forme saumurée.
Donc ce sont des algues fraîches saumurées, un peu comme la morue fumée dans le temps. Donc vous devez rincer avant d'être utilisé. Et vous voyez que dans cette liste, il manque les algues fraîches. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de filière de distribution d'algues fraîches pour l'instant. Il n'y a pas de filière fraîche, il n'y a pas de filière congelée. Et c'est des choses qui sont en train de se mettre en place au niveau des producteurs, et en particulier des cultivateurs d'algues. Il y aura une filière d'algues fraîches qui va se mettre en place, ce qui permettra d'accéder à des produits de meilleure qualité. On parlait tout à l'heure des antioxydants. Ben, c'est vrai que les antioxydants, en particulier dans les algues, là vous avez des polyphénols dans les algues brunes, eh bien, ils ont la propriété de s'oxyder. Et ils s'oxydent même très facilement. Et donc dans l'algue sèche, en particulier, on va avoir une oxydation de ces composés. Et le problème, c'est que quand ils sont oxydés, ils deviennent pro-oxydants. Donc, ce n'est pas très bon pour la santé. Et donc, en travaillant sur les algues fraîches, ça nous permet d'avoir des produits de bien meilleure qualité. Voilà quelques idées de recettes avant de manger. Je passe rapidement. Juste un petit focus sur cette expérience qu'on a fait avec des étudiants d'une école d'agroalimentaire à Dijon. On a pris la macédoine de légumes que tout le monde adore et on a remplacé les haricots qui sont dans cette macédoine par des haricots de mer, donc Imentalia et Longata. Puis on a fait un test en aveugle auprès d'un panel et on a demandé aux gens qu'est-ce qu'ils avaient mangé, est-ce qu'ils avaient vu une différence par rapport à la formulation normale de la macédoine, etc. Et dans 50% des cas, les gens n'ont rien vu. Ils n'ont pas vu la différence. Déjà, c'est intéressant, ça veut dire que le goût est facile à accepter. Et dans les 50% restants, il y en a la moitié qui préféraient le goût. Donc, ce qui est intéressant pour nous aussi. Bon, évidemment, on n'avait pas dit qu'on avait mis des algues. Alors, on a fait la même expérience, mais en sens inverse, pour un autre panel, qui lui était totalement différent. C'était pour l'Agence spatiale européenne, qui envisage de mettre de la culture d'algues sur les prochaines expéditions vers Mars. Enfin, ils envisagent le côté technique. Et donc, ils voulaient voir l'acceptation par l'équipage. Donc, on a fait des tests sur des équipages, donc sur des dégustations. Et on s'est rendu compte que quand on parle d'algues, si on dit aux gens, là, vous mangez des algues, il y en a beaucoup qui n'aiment pas du tout. Et quand on demande pourquoi, parce que le goût n'est pas bon, etc. Donc même d'emblée, déjà, ils n'aiment pas les algues. Et après, quand on leur demande si vous avez déjà goûté des algues, la plupart disent non. Donc c'est vraiment un a priori, en fait. Donc c'est pour ça que dans la communication sur les algues alimentaires, les producteurs, maintenant, ont enlevé le mot algues. Donc vous ne le verrez plus. Et vous allez voir légumes de la mer. Donc c'est une nouvelle terminologie, nouveaux légumes, légumes de la mer, ce qui permet d'avoir une meilleure acceptation. Voilà, je passe rapidement. L'utilisation des algues dans les soupes, ça c'est quelque chose, si vous voulez démarrer dans la consommation des algues, qui est très facile à mettre en œuvre. Ou alors, si vous avez des bonnes recettes de lasagne, vous pouvez aussi intégrer des algues à l'intérieur. C'est très très bon et c'est aussi bon pour la santé. Donc sur les nouvelles façons de préparer aussi des boissons, les smoothies, il y a eu des essais d'intégration d'algues, comme ce Green Monster avec de la banane, de l'orange et de la laitue de mer, donc Ulva lactuca, et qui passe très très bien près des consommateurs. Alors l'intérêt de mettre des algues, il y a le goût évidemment, mais il y a aussi les apports en iode, magnésium et en fibres. Donc le pourquoi de manger des algues, c'est vraiment, vous voyez, c'est l'apport en fibres. Fibres alimentaires solubles. Donc fibres, ça veut dire des composés de type polysaccharides qui ne sont pas digestibles en fait, mais qui sont très importants au niveau de l'équilibre et au niveau de la digestion. Et puis les minéraux, c'est vraiment l'autre composante qui est très importante dans les algues en très grande quantité. Et autrement, c'est l'absence de lipides aussi, qui est très intéressante. Dans les grandes algues, dans les microalgues, on peut avoir beaucoup plus de lipides, mais dans les grandes algues, il n'y a quasiment pas de lipides. Voilà. Donc je passe rapidement sur l'intérêt des apports en fibres, ça vous le connaissez tous. Les apports en minéraux, on va retrouver potassium, calcium, mais aussi d'autres minéraux en moins grande quantité, comme manganèse, phosphore, fer, cuivre, sélénium, du chrome et puis du molybdène. Donc ça va dépendre aussi un peu des espèces et des endroits où les algues vont pousser. Et ce qui est le plus important probablement, et ça va être l'objet de la prochaine conférence, c'est la teneur en iode. D'ailleurs, la teneur en iode est tellement importante dans les algues qu'il y a une réglementation qui limite la teneur en iode dans les algues qui sont vendues pour les produits alimentaires et pour les compléments alimentaires. Voilà, sur les effets sur la santé, j'ai quand même mis cette slide pour vous dire qu'on peut faire autre chose que de la nutrition santé. On peut travailler un peu sur le thérapeutique aussi, mais j'insiste bien que là, ce sont des résultats in vitro. Ça ne veut pas dire que ça marche in vivo. Et il y a tout un tas d'applications possibles avec les composés extraits d'algues. On peut avoir des cicatrisants, des antiviraux, antibactériens, anti-obésité, neuroprotecteurs, anti-cancer, anti-angiogéniques, ça va un petit peu avec le cancer, anticoagulants, antithrombotiques, et je pourrais encore en ajouter. Le cicatrisant, vous le connaissez bien, c'est l'algostérile. Algostérile, extrait d'alginate.
un pansement bien connu qui marche toujours très très bien sur le marché, qui est extrait de laminaire. Bon, la laminaire était utilisée par les Vikings dans le temps pour les plaies, pour cicatriser plus rapidement les plaies. On tirait bénéfice des alginates, mais aussi de l'iode en grande quantité qui servait d'antiseptique, tout simplement. Donc vous pouvez essayer si vous avez un coin un peu propre, pas trop contaminé par des bactéries avec des laminaires. Et soit vous avez une coupure ou une plaie, et puis vous essayez de le mettre dessus, vous allez voir, ça marche. Bon, après, si ça se dégrade, allez voir le médecin assez rapidement quand même. Alors, il y a eu quand même des études cliniques. Pour ceux qui fouilleront un peu dans la littérature, ces études cliniques, c'est on apporte une alimentation en algues à une population donnée, à un panel qu'on choisit, et on vérifie les signes cliniques. On n'essaie pas de trouver quels sont les mécanismes en jeu. Ça, on va le voir après. Donc, il y a eu des études qui ont été menées dans les règles de l'art, je dirais en termes de protocole, et qui ont montré que les algues avaient un effet donc, sur le cancer du sein, en particulier chez les femmes post-ménopausées, sur les rhinites allergiques, sur les problèmes cardiovasculaires, ça c'est l'effet fibre beaucoup, sur l'obésité évidemment, sur l'ostéoporose, ça c'est l'effet minéraux, et aussi sur les diabètes de type 2. Là on a aussi l'effet fibre que l'on retrouve. À titre d'exemple, il y a donc des produits, des compléments alimentaires maintenant qui sont vendus au Japon et qui ont été prouvés en termes d'allégations contre les ulcères de l'estomac parce qu'ils empêchaient l'adhésion d'Helicobacter pylori au niveau de l'estomac. Bien souvent, les algues utilisées pour, je dirais, des effets cliniques marchent très très bien en termes de prévention, mais quand même un peu moins bien en termes de traitement. Donc en prévention, ça marche quand même beaucoup mieux. Voilà, et puis le célèbre exemple qu'on discutera peut-être dans les tables rondes demain sur les centenaires de l'île d'Okinawa, qui combinent effectivement une alimentation en algues, mais aussi en produits de la mer, en thé vert, mais aussi avec une certaine hygiène de vie et puis une activité physique qui complète aussi le tableau en termes de, je dirais, de façon de vivre, donc alimentation et hygiène de vie. Alors, ce qui est intéressant sur cette île d'Okinawa, vous le verrez peut-être demain, c'est qu'il y a aussi une population d'obèses. On en parlera peut-être demain. Voilà, sur les données de production, je ne vais pas m'étendre. Je vous montre juste un transparent qui rejoint un petit peu la communication de Joël et puis de Gilles ce matin. Si on fait de la culture d'algues marines pour nous nourrir nous, mais on pourrait aussi nourrir les animaux. C'est vrai que pour faire 1 kg de viande de bœuf, il faut beaucoup d'eau. Si ces animaux, on les nourrit finalement avec des protéines végétales qui sont tirées d'algues cultivées en mer, à ce moment-là, on n'a plus besoin d'eau douce. Donc déjà, c'est relativement intéressant. Et puis en plus, on peut avoir des avantages en termes de non-utilisation de pesticides et d'engrais, en tirant profit des contaminations déjà présentes en azote et en phosphore dans les eaux côtières. Voilà, juste un dernier slide, peut-être ma conclusion après. Juste pour montrer que la culture d'algues, c'est vraiment au balbutiement en France, mais que c'est en train de démarrer assez fort en Bretagne. Il y a des concessions qui commencent à être autorisées, une concession de 150 hectares là, qui a été ouverte dans le sud de Bretagne, pour faire des algues de type Saccharina latissima. Mais il y a d'autres espèces qui sont envisagées. Les conchyliculteurs y pensent beaucoup en termes de diversification. Et je dirais que la Bretagne n'est pas la seule zone en France où on peut avoir cette culture d'algues. On peut la trouver aussi dans le Languedoc-Roussillon, sur les étangs. Et on pourrait très bien la retrouver aussi en fait, sur les étangs et les lacs légèrement saumurés, en tout cas pour les algues marines, que l'on peut trouver dans la région Aquitaine. Donc il y a du potentiel sur toutes les côtes de France. Voilà, merci de votre attention. Je crois qu'on n'a pas trop de temps pour des questions.